Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Récemment, j'ai eu le mandat de m'occuper d'une arcade privée d'un collectionneur qui a vraiment beaucoup de machines, mais qui ont tous besoin d'un petit peu d'attention. Je ne vais pas montrer l'intégralité de la collection, il y a uniquement les machines sur lesquelles je vais travailler. J'ai eu l'accord du collectionneur et je vous invite à me suivre à travers vraiment c'est ma troisième visite ici, en fait. La première visite, ça a été un bon 3 heures à jouer à chacune des machines, à évaluer c'était quoi leurs besoins, à préparer des pièces pour une deuxième visite. Il y a eu une deuxième visite et là, j'en suis déjà à ma troisième visite. Et il y a encore beaucoup de travail, mais c'est vraiment un super ultra beau défi et je vous invite à me suivre à travers tout ça. À mon deuxième passage ici, j'ai démonté au complet le panneau de contrôle parce que tout était extrêmement sale. En dessous des plastiques, le revêtement, les boutons, les manettes, j'ai tout démonté, tout a été nettoyé. Maintenant, c'est en vraiment très bonne condition. Il me reste maintenant à faire quelque chose pour le marquee qui, bon, le plexi a eu vraiment beaucoup de balafre. Quelqu'un avait vraiment une très mauvaise game et étrangement aussi, le marquee n'est pas assez large pour la tête. Alors, what happened here? Alors, j'ai un marquee réimprimé sur verre prêt à prendre sa place. Voilà, une impression sur verre, ça fait tellement toute la différence. Et les couleurs sont vraiment beaucoup plus saturées et j'ai hâte de voir ça rétro-éclairé, ce que ça va donner. Pour la Bride of Pinbot, les décalques ont malheureusement beaucoup délavé et je ne sais pas pourquoi, ça c'est rare, c'est la petite pinouche du bouton qui a lâché. Alors, il s'agit simplement d'y mettre un flipper. Installer un nouveau flipper, c'est quand même assez simple. Simplement serrer la bague de métal qui est ici. Pour ce faire, j'ai dévissé les contacts de flipper ici et j'ai profité pour en faire un bon sablage pour que le contact soit le plus franc possible. C'est fait. Autre petit truc qui manquait avec la Bride, c'est souvent les vis qui retiennent la tête qui sont quand même très importantes. Quand ils sont manquantes, moi, j'utilise des leg levelers de 3 pouces. Ça fait très bien pour être capable de faire la retenue si on n'est pas capable de trouver les bottes originales, parce que souvent c'est des bottes wing nut qui vissent comme ça. Ils sont pas faciles à trouver, alors les leg levelers, ça fait bien. Normalement, à l'arrière d'une machine, on a ce type de loquet pour maintenir la tête en place. Malheureusement, celle-ci a perdu son loquet et quelqu'un a improvisé en mettant une attache de contrôle panel et ça ne tient même pas. Ok, ça c'est bon. Bon, au moins le revisser, ça fait en sorte que maintenant, la clip est, yes, beaucoup plus serrée, beaucoup plus tight, en attendant de commander la bonne pièce. On a présentement devant nous une Toutankhamon en excellente condition. Peut-être ma GameStern préférée de cette époque-là. Franchement, je l'adore. Elle est parfaitement fonctionnelle, en excellent état. Seul hic, elle n'a pas de leg leveler. Alors, on en a en stock. Alors, il faut la coucher, la mettre les faufounes à l'air pour y installer ça. Wow! C'est extrêmement rare que je vois un dessous de cabinet en aussi bon état qui n'a pas été restauré, là. Je veux dire, en fait, peut-être. Je sais plus trop, là. Je suis vraiment intrigué, là. Mais ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'ils ont absolument tout mis en place pour mettre des leg levelers, mais ils n'ont pas mis les leg levelers. Alors là, j'avais le petit stress parce qu'on a des leg levelers en main, mais j'avais pas les petits écrous dans lesquels visser. Alors, agréable surprise, j'installe ça. Bon. Voici de quoi doit avoir l'air tous les dessous d'arcade qui se respectent. C'est la base, c'est tellement important. Alors là, on est non seulement à même la mettre sur ses pattes, mais aussi des feutres parce que on est tanné de faire des scratchs sur le plancher à un moment donné. Je me trouve présentement devant une Sound Voltex Heavenly Heaven de Konami. C'est une Rhythm Game Machine que on ne connaît pas ici. Hein. C'est vraiment une machine hyper ultra japonaise. C'est le genre de truc qu'on trouve vraiment jusqu'en importation spéciale. Et il y a des panneaux lumineux de chaque côté. Malheureusement, celui-ci est brisé. Lors de mon deuxième passage, j'ai vraiment tenté par tous les moyens d'être capable de le ramener. Malheureusement, la strip de LED était complètement cramée. Alors, heureusement pour nous, on en a un nouveau en boîte. L'installation du panneau lumineux se fait assez rondement. Il s'agit de glisser et insérer à travers les vis qui sont juste ici et ça vient avec 2 petits connecteurs comme ceux-là qu'il s'agit simplement d'insérer et tout rejouer. C'est bien fait, franchement. J'apprécie ce genre d'ingénierie. Juste à côté de la Sound Voltex, c'est une 720 en incroyablement excellente condition. Elle est vraiment top. J'ai rarement vu ça. Sauf pour un truc que je comprends vraiment pas, tant qu'à utiliser vraiment, c'est la vitre qui vient avec.
est trop haute. Elle dépasse. On dirait qu'ils ont fait tailler la mauvaise vitre. Go figure! Alors, j'ai fait tailler une nouvelle vitre à la bonne dimension qui va permettre de remettre ce trim de métal à la bonne place. Et je vais en profiter pour ajouter de la matière dans les trous parce que là, ça ne visse plus dans rien. Là. Alors voilà, c'est beaucoup mieux. Enfin, on a un fit qui fait du sens. Mais un mystère qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est comment cette Gauntlet 2 a pu être livrée sans vitre. Il n'y a aucune vitre. Alors, j'en ai fait tailler une et je vais y faire des trims de métal pour la maintenir en place. J'ai installé la vitre avec son nouveau trim de métal. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, c'est simplement un trim pour de la finition de couvre-plancher et que j'ai taillé à la bonne dimension. Et je me demandais si j'allais avoir besoin d'un trim de métal en haut ici, mais il s'avère que l'épaisseur ici concorde avec l'épaisseur de la vitre, le marqué avec la vitre, ça fait que en insérant la vitre, je me suis rendu compte que c'est impossible, en fin de compte, de sortir la vitre de cette manière-là. Elle est prise en place par le marquis. Alors, c'est une excellente nouvelle. Je tenais aussi à mentionner le petit détail qui fait la différence sur comment faire tenir le panneau de contrôle, parce qu'il y a 4 clips qui le maintiennent en place. Et au lieu d'avoir mis une penture à piano pour faire pivoter le panneau de contrôle et le faire maintenir en place, c'est en fin de compte simplement cette petite clip-là qui fait qu'on dépose le panneau de contrôle sur leur bord ici pour le faire tenir. Prochaine étape, classique des classiques, Tetris, une machine qui est essentielle dans toute bonne collection lorsqu'on fait des parties. C'est une machine vers laquelle le monde se retourne la majorité du temps. Au McFly, ça reste encore une des machines les plus jouées. Petit hic ici, elle n'a pas son side art. Alors, on est rendu à mettre ça. Mais l'affaire un peu, c'est qu'ils ont mis une peinture martelée hyper ultra texturée. Alors, je ne peux pas appliquer le sticker direct là-dessus. Ça va être vraiment dégueulasse. Alors, je dois mesurer exactement la dimension de l'autocollant où est-ce qu'il va se situer et sabler la peinture des deux côtés pour mettre ça le plus flat possible avant de mettre le sticker. Oh. C'est l'autocollant à l'œil sur le côté et avec l'X-Acto, je me suis fait une marque du coin qui va être le point de départ de mes mesures pour être capable d'être sûr de sabler exactement la bonne zone de chaque côté. Bon, c'est fait. Gros fun. OK, on met le sticker à cette heure. On va voir ce que ça donne. Yes, super. Ça fait vraiment toute la différence. C'est quand même comme ça que le kit de Tetris se vendait à l'époque, avec le sticker ses côtés. Et maintenant, comme le dirait si bien M. Miyagi, fait deux côtés. Ben, ça avait l'air que oui. L'autre côté aussi est fait, n'est-ce pas? Alors, c'est une job assez fastidieuse, mais qui vaut vraiment la peine. Ça change tellement tout le coup d'œil de la machine. Prochaine machine qui a besoin d'attention, la Lethal Enforcer, un jeu de tir très classique des années 90 qui n'a pas de bezel autour de l'écran. Alors j'ai apporté un carton spécialement pour ça, je vais le découper et en faire un sur mesure. Je commence par découper la forme du cabinet dans un gros Bainbridge noir qui, après ça, je fais une vérification, un fitting de mon carton et ça fit parfaitement bien. Alors maintenant je vais prendre les dimensions de l'écran pour percer mon trou. Alors, en prenant bien mes mesures de l'écran, j'ai fait une découpe un peu arrondie à la main. Alors, c'est pas évident. Avoir eu un template, j'aurais été bien content, mais j'ai dû y aller avec... Ah, tiens, gars, je vais vous donner un petit peu l'effet, là, en regardant dans le miroir, c'est que ça dit, regardez. Parce que c'est un miroir, hein. Bingo! Perfect fit. Bon, ben, c'est niaiseux, mais... ça fait une bonne différence, ça évite d'avoir des items, des artefacts à gauche à droite là, qui nous font sortir de notre concentration pendant qu'on est dans la game. Prochaine machine, cette Tron Cocktail Table qui a été complètement remise à neuf, qui a les contrôles panels en super shape et l'intérieur c'est vraiment très beau. On va y passer un peu plus tard parce qu'il y a du travail à faire, mais c'est juste vraiment la vitre qui a été vraiment un peu bâclée. Alors avec seulement des cartons imprimés, ça fait pas super top. Alors, j'en ai fait imprimer une sur verre, j'ai repris le visuel original et je l'ai fait imprimer sur la vitre et ça va vraiment donner le cachet que cette machine mérite. J'ai décidé que j'allais installer la vitre une fois que j'allais avoir fait les petits travaux à l'intérieur et surtout vous avoir montré sa condition tout simplement extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été mis pour être capable de mettre
tout, non seulement toutes les composantes, mais aussi en très bon état. C'est très propre, ça fait du bien de voir ça, de voir du monde qui travaille bien de même. Alors, la chose à faire dans ce cabinet en ce moment, c'est changer son power supply. Le problème en ce moment, c'est qu'on n'a pas de son. Et j'ai pris les valeurs des voltages du power supply. Il ne semble pas donner son... Ben, il ne donne pas son 12 volts. Alors, on va le remplacer par un bon vieux Suzo-Hap, qui est le standard, parce que j'ai l'impression que celui-ci n'est pas de manufacture d'aussi bonne qualité qu'un Suzo-Hap. L'installation du nouveau power supply est faite. J'ai fait le test et j'ai maintenant 12 volts. Malheureusement, je n'ai toujours pas le son. J'ai vérifié ma fuse de 12 volts. Alors, fort probablement que le problème réside sur le stack de board MCR qui est là. Et c'est le genre de choses que je ne suis pas apte à diagnostiquer. Alors, on verra pour la suite des choses. L'affaire qui m'inquiète aussi, c'est que le beau châssis ici a été complètement nettoyé, refait avec des nouveaux condensateurs, mais c'est un G07 et ils n'ont pas changé le flyback. Alors malheureusement, j'ai crainte que ce châssis-là vienne à lâcher dans peu de temps parce que systématiquement, après toutes ces années à faire des cap kits sur des G07, le flyback vient toujours à suivre si on ne le change pas. On ne peut pas laisser l'ancien. J'ai installé la vitre, c'est vraiment un gros upgrade avec ce que c'était. Ça look bien, mais malheureusement, ça ne fait toujours pas de son. Alors me voici en mode test et je vais aller voir dans le menu son qu'est-ce qu'on a. Et malheureusement, on a absolument aucun son. Nothing, nada. Alors, c'est bien intriguant. Et oui, j'ai checké avec le potentiomètre de volume qui est juste ici. Et non, aucun son. La décision a été prise de retirer le PCB, de l'emballer. Je vais repartir avec et mon ami Marc va le regarder pour être capable de le réparer parce que j'ai fait beaucoup de diagnostics sur place. Je suis allé dans le mode test. Je suis allé vérifier l'ampli s'il y avait un peu de vie. Je suis allé vérifier s'il y avait du 12 volts sur son condensateur. Et bref, tout semblait correct. Donc, tout semble venir probablement du PCB. Alors, je vais me revirer ici vers une jolie petite coquine que... On a une belle relation, elle et moi, car je suis son papa. Eh oui, c'est moi qui ai construit cette machine-là, quand même déjà plusieurs années. C'était dans le temps où je construisais des bornes, en fait, où je construisais. Il m'est arrivé à très peu d'occasions de construire des bornes de A à Z. Celle-ci, c'était une commande pour un grand fan de cette machine-là qui est extrêmement introuvable. Une cocktail table track and field 4 joueurs. Alors, il m'avait fourni le plaquage, la corn door, le PCB, le harnais et moi j'ai fait tailler les planches, j'ai mis le plaqué, j'ai fait la découpe, j'ai mis le T-molding, j'ai fait usiner des panneaux de contrôle en métal, j'ai acheté les stickers Repro de Phoenix Arcade, j'ai fait un bezel en carton parce que on a décidé d'y aller avec un LCD et tout l'intérieur est fait exactement identique à une vraie Track and Field Cocktail. Alors, c'est un petit monde quand même, le Québec, de retomber sur ma machine parce que là, elle est déjà rendue à son 3e propriétaire. Alors, elle se promène. Tu sais, c'est super nice une cocktail table Track and Field. C'est juste pas toujours facile de trouver 4 personnes pour jouer en même temps. Alors, voici l'intérieur. Alors, une vraie Track and Field Cocktail, il y a le petit panneau ici et il y a le truc qui se glisse comme ça. L'affaire que j'ai faite, par exemple, qui est différente de l'original, c'est que l'original a des vis ici. Et comme j'avais juste des photos sur Internet, je ne savais pas, moi, comment il avait arrangé le contrôle panel. Puis, j'avais pas allumé qu'il y avait des vis, ça fait que je m'étais arrangé pour que tout soit dissimulé. Alors, c'est des clips à l'intérieur du panneau de contrôle ici qui permet de l'ouvrir. Et après ça, ça permet d'enlever la vitre, le bezel et d'aller déclipper le panneau de contrôle de l'autre côté. Alors, c'est beaucoup de manipulation, mais je trouve ça nice parce que ça fait vraiment quelque chose de hyper streamline slick à la grandeur. Alors là, ici, on a un petit problème, c'est simplement les pitons qui ont besoin d'être révisés. Alors, je regarde, c'est peut-être juste possiblement une soudure ou parce que ça, c'est le second player. Ouais. C'est clairement le panneau de contrôle qui mange le plus de baffes dans une game de track and field. Alors, on va voir ça. Ok, j'ai compris. C'est juste le bouton qui colle. Ah, on va le démonter puis le nettoyer. Ah là là, j'avais oublié ce type de bouton-là. Normalement, c'est des boutons qui ont un E-clip qui fait maintenir la pièce ici en place. Puis, il y a eu des boutons d'une autre, je vais dire plus cheap,
ou est-ce que c'est juste un morceau de plastique qui retient en place, mais on ne peut plus les sortir. Alors une fois que c'est entré, ça se démonte pas, et c'est étrange comment le bouton, en fait, il semble avoir développé une bordure, ou je sais pas trop, un affaissement à ses côtés. Là, voyez-vous l'espèce de ligne blanche? On dirait que c'est ça, où il est peut-être désaxé. Bon, finalement, j'ai pris l'X-Acto, puis je l'ai simplement glissé dans la fente, et j'ai enlevé le petit ourlet qui semblait être affaissé avec le temps, et maintenant, ben, le bouton est prêt. Prochaine machine maintenant, la Double Dragon, et pas la moindre, elle va demander quand même pas mal d'attention. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, dans ma deuxième visite ici, entre autres, j'avais commencé à travailler sur la Double Dragon. Entre autres, j'ai scanné tout le contrôle panel et le bezel. Et en enlevant le panneau de contrôle, je me suis rendu compte qu'il y avait pas moins de 14 à 17 peut-être carriage bolt de vissés en avant. Pour aucune raison. C'était à n'y rien comprendre. Et ils se sont laissés vraiment aller. Ceux qui ont restauré cette machine ont mis une espèce de pellicule plastique supplémentaire par-dessus le devant. Ils ont mis, encore une fois, une tornade de carriage bolt. Et ils ont repeint, en fin de compte, tout ça avec une espèce de peinture gravel guard là, très, très intense. Un peu comme il avait mis sur la Tetris. Alors, pour ce devant-là, en ce moment, ça va rester de même. Mais ici, on va repeindre, on va démonter. On va mettre un nouveau sticker de contrôle panel. Et on va mettre un nouveau bezel que j'ai juste ici, que lui aussi, en l'ayant scanné, je l'ai remonté dans Photoshop et j'ai retouché les couleurs pour qu'il soit beaucoup plus flamboyant. Parce que ça vaut la peine d'être sauvé, ce câble-là. Franchement, un câble Taito en aussi bonne shape, c'est rare. D'habitude, c'est super délaminé. Ça part en éclisse de tous les bords. Alors, le câble est sain, c'est le fun. J'ai aussi un nouveau T-molding à mettre et ça va y faire du bien, là, franchement. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce T-molding-là? C'est quoi ce fini-là? Ah, puis au moins, le marqué est beau. Alors, première étape, je commence avec le panneau de contrôle. Je commence à identifier chacun des boutons où est-ce qu'ils vont, parce que j'ai des clips pour enlever les boutons. Il me reste à faire ça avec les joysticks et on dégarnit. Complètement dégarni, on est maintenant prêt à passer ça à la sableuse. J'y suis allé plus à fond qu'aurait dû. Même que j'étais parti pour tout enlever, puis là, à un moment donné, il faut que j'arrête. Je veux dire, le vinyle que je vais mettre est quand même très épais. Il y a une pellicule anti-égratignure dessus. À un moment donné, ça pardonne. Là, je veux dire, on sent absolument aucune aspérité à grandeur. Et j'avais commencé à geler pas mal des mains à faire ça à l'extérieur. Alors, ouais, c'était le temps que j'arrête. Alors, la surface est vraiment quasi prête. Il faut vraiment que je mette du bouche-port wood filler, plastic wood à plusieurs endroits. Puis, je comprends pas pourquoi il y a eu des énormes trous inutiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous, là. Puis d'un qui s'est dit, je vais commencer à le remplir, puis il s'est tanné, puis il a arrêté ça là. Puis il a dit, les autres, surtout pas. En tout cas, ça fait que j'ai ça aussi pour faire le coin ici, parce que c'est un peu plus solide. Ça va être plus utile pour refaire un coin comme celui-là. Pour le reste, je vais prendre le bouche-port. Fin de journée, puis je suis pas fier de moi, je suis en train d'avancer sans le filmer. Alors, dernière machine sur laquelle je travaille avant de closer ça pour la première journée, c'est la Defender qui était down à cause de son power supply qui était mort. Et voici un tout nouveau power supply d'installer, tout va bien. Et maintenant, la game fonctionne, tout va pour le mieux. Et là, je vais simplement faire des ajustements d'écran parce que je ne suis pas satisfait des couleurs. Il y a beaucoup de problèmes de convergence, je ne m'attaquerai pas à ça à soir, mais je vais au moins faire en sorte que l'image soit plus bright. Bon, ben ça va être ça pour aujourd'hui, côté travaux. Alors, la Defender est à l'état que j'avais envie qu'elle soit, c'est-à-dire fonctionnelle et avec un écran qui a des couleurs bright. Passablement fatigué. Et merci d'être à l'écoute. La deuxième capsule devrait suivre très bientôt pour la deuxième journée des travaux dans la grande collection d'arcades que j'ai entretenue.